Alors ce lundi, on est de nouveau juste en dessous des 1,7% sur les bons du Trésor américain à 10 ans. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, donc rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On a une Fed qui a beau se montrer sereine face à toute poussée inflationniste, c'est le discours en Noël. On sent les marchés pas franchement convaincus et plutôt enclins à aller tester des nouveaux points hauts dès que l'occasion se produira. Ouais. On a eu le sentiment lors du premier test des 1,60, c'était tout début mars, que les marchés venaient de se faire un film, que ça s'emballait un petit peu, qu'il y avait un peu de panique dans tout ça. Puis on parlait des ventes japonaises aussi, ventes, on va dire, un peu structurelles, à la fin de l'année fiscale au Japon. On liquide un peu de bons du trésor, on rapatrie un peu de cash, etc. Donc on s'est dit, il y a peut-être des phénomènes ponctuels, mécaniques, qui font que le rendement des T-bonds américains est allé un peu vite, un peu haut. Puis ça n'a pas beaucoup rebaissé, autour de 1,50, puis ça repart derrière, on attaque après ça les 1,70. On se dit encore, peut-être qu'on se fait un petit peu peur. Les banques centrales vont communiquer. Elles le font d'ailleurs, tout le monde s'y met pour dire, non mais on peut admettre effectivement qu'il y a un risque ou une chance d'inflation mais temporaire, limité, qui sera d'ailleurs le meilleur signe qu'on puisse souhaiter sur la santé de l'économie. Voilà. Donc on se dit, les taux... Ça se détend un petit peu. Ça va se détendre. Ça a été le cas pendant quelques jours. Même pas. Depuis le 12 mars, ça ne revient pas. Donc on est parti au départ du sentiment qu'on était peut-être on avait peut-être un peu overshooté, tout ça. Non, là, maintenant, on est vraiment installé au-delà des 1,65. Finalement, ou des 1,60, 1,65. Ouais. Bon, finalement, on s'en accommode. Oui. Le S&P bat d'ailleurs un nouveau record à la dernière minute, la dernière seconde de la séance du vendredi 26 mars. Donc, ça va. On s'est bien accommodé des taux les plus élevés qu'on ait eus depuis l'été 2019. Parce que c'est ça, 1,60, 1,65, on est déjà assez loin. Enfin, on a connu des taux à 10 ans américains sur les bons du Trésor qui étaient à 3 ou 4, et ce n'était pas l'apocalypse non plus. Non, parce que justement, ça accompagnait une croissance qui était là aussi optimale, ou en tout cas, on l'anticipait. Donc là, on est campé autour des 1,65, 1,70 sur les 10 américains. On est installé au-dessus de ça, oui. La question c'est, et pour vous, il y a un niveau crucial. On a entendu un peu partout, mais c'est quoi? C'est 2%, juste en dessous de 2%. C'est 1,95. Alors d'où ça sort, ce 1,95, et pourquoi est-ce qu'il est capital pour les marchés? Parce que 1,95, c'était vraiment le dernier plafonnement des taux avant qu'on rentre finalement dans cette phase où la Fed a commencé à injecter, on s'en rappelle, mi-septembre 2019. Donc là, les taux se sont vraiment détendus. Puis après ça, il y a eu la crise sanitaire, et là, on est passé dans un autre monde. Mais des taux à 1,95, c'était au moment où on se disait qu'on était peut-être encore dans un cycle de normalisation du bilan des banques centrales. Et là, évidemment, il n'est plus question de cela. Sauf que maintenant, on essaie de le timer quand même. On se dit, mais quand est-ce que les banques centrales, après avoir tellement injecté avec la crise sanitaire, quand est-ce qu'ils vont en faire un peu moins? En faire un peu moins, voilà. Donc les banquiers centraux nous disent c'est pas pour tout de suite, on va attendre le retour au plein emploi, on va attendre le retour à une croissance comparable à l'avant-crise. Mais en même temps, on se dit, mais c'est pas seulement ça le problème de se dire quand est-ce que les banques centrales, elles vont se dire qu'on en a fait assez. 20% de PIB injecté aux États-Unis en 18 mois, est-ce que c'est trop ou pas assez? C'est probablement trop. Et Janet Yellen dit d'ailleurs, vaut mieux trop que pas assez. Mais derrière, on se dit, c'est pas que le problème de la normalisation, mais avec tout cet argent-là, qu'est-ce que vont devenir le prix des matières premières, des gens à qui on distribue des chèques fédéraux de 1 400 $, 127 millions de chèques, ça en fait quand même pas mal, hein, c'est 325 milliards distribués. Et donc tout ça source donc d'inflation. Mais ça sera source d'inflation. Mais toléré parce que temporaire selon la Fed. Voilà. Alors non, cette fois-ci, pas. Alors là, on nous dit, ça c'était pour calmer le jeu, là, pour éviter qu'à la mi-mars, on se dise, voilà, où est-ce qu'on s'en va. Donc les banques centrales se disent, on est toujours là, on a l'arme du curve control. C'est-à-dire qu'on peut continuer de vendre un peu de T-notes, de dette courte, pour acheter du long, et on va calmer les taux longs. Très bien, peut-être qu'ils peuvent le faire temporairement.
Mais le coup d'après, tout le monde sait bien maintenant ce que ça va être le coup d'après. C'est de l'inflation. C'est quoi l'étincelle qui pousse tout d'un coup pour qu'il y ait une nouvelle poussée sur le 10 ans américain? Ce serait quoi l'étincelle? Ça peut venir de plein de motifs. Là, par exemple, on se dit, tiens, les Japonais, passé le 1er avril, début de l'année fiscale, ils vont revenir sur des bons du Trésor américains qu'ils ont un peu liquidés. Imaginons que là, 2, 3, 4 avril, toujours pas de Japonais en vue. Bon, alors, qui va les acheter, les bons du Trésor américains? Alors qu'il faut financer le plan Biden, etc. On a les recettes fiscales les plus basses de l'histoire des États-Unis depuis 1921. Le ratio entre le PIB et les recettes fiscales, c'est le plus bas en 100 ans. C'est le centenaire cette année, des plus basses recettes fiscales jamais enregistrées aux États-Unis. Donc, qui va acheter les bons du Trésor américain? Si les Japonais ne sont pas là, si les Chinois ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va falloir, mieux rémunérer, effectivement. Plus que le niveau de 2%, c'est la vitesse, on l'a déjà dit ici, c'est la vitesse à laquelle on peut aller vers ces 2% qui pose problème. Disons que et qui peut impacter pour le coup les marchés actions. À 2%, là, d'un seul coup, on crée une différence vraiment réelle et sensible et pas marginale par rapport au rendement moyen du S&P 500. Je ne parle pas du Nasdaq. Qui est de 1,5%. 1,5 ou 1,56. Le Nasdaq, on est déjà à peine au-dessus de 1%. Ça fait très très longtemps. Donc ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Si on a un rendement moyen, ce que rapportent les dividendes rapportés au cours de l'action moyen de 1,5% sur le S&P, ici les obligations d'État à 10 ans rapportent du 2, on se dit vaut rendement sans risque, voilà. Justement, les gens vont acheter donc des obligations du Trésor américain, ça fera baisser le taux, puisque si tout le monde se transfère. Oui, ça, dans un monde idéal, où on serait dans la poursuite du cycle de 40 ans de désinflation. Ça a commencé avec Volcker en juillet 1980, et on est arrivé donc jusqu'au milieu de l'été 2020, où les taux étaient vraiment au plus bas. On a vu 0,55 sur le T-bond américain. On a repris 100 points depuis. Et là, on se dit qu'on est probablement sorti de ce cycle de désinflation de 40 ans. Donc c'est énorme. Intellectuellement, c'est énorme. Mais c'est pas dire que si on sort d'un cycle de désinflation de 40 ans, ça ne veut pas dire pour autant qu'on rentre dans un cycle hyperinflationniste sur les 40 prochaines années. Pas forcément hyperinflationniste. Oui, imaginons un monde idéal, soyons comme les marchés, soyons optimistes. Les marchés voient toujours la meilleure solution ou le meilleur scénario pour eux. Donc une inflation contrôlée, 3, 3,5%, des taux à 2, 2,5 qui sont 100 points derrière. Donc rendement négatif de l'argent. Oui, mais qui va acheter des obligations dans ces conditions? Parce que investir dans des qui rapportent du 2,5 avec une inflation à 3,5, c'est sûr que ce n'est pas une bonne affaire. Mais non. Donc il va falloir que les banques centrales monétisent. C'est ce que le Japon fait. C'est ce que le. Mais la Fed ne laissera pas faire. Au final, est-ce qu'on ne s'excite pas un petit peu en disant que la Fed, pour l'instant, elle dit en gros, je suis prête à être un petit peu en retard. Mais derrière, si vraiment les indicateurs montrent une vraie poussée d'inflation, une vraie reprise économique, derrière la Fed, elle ne laissera pas les taux à 10 ans s'envoler. Elle ne laissera pas, évidemment. Il y a l'arme du curve control. Mais ça ne peut pas endiguer des forces aussi titanesques qu'un renversement de cycle, justement, déflationniste vers un cycle inflationniste, puisque les marchés se projettent toujours 6 mois, 18 mois ou 10 ans en avant, puisque quel est le risque qu'on accepte pour les 10 prochaines années quand on détient des T-bonds américains? Si mon risque c'est de perdre 30% sur mon capital et qu'on me sert 3% de rendement, je vais évidemment pas m'y retrouver. Même calcul pour les organismes de retraite, etc. Donc les banques centrales, pour l'instant, leur trouille bleue, c'est l'éclatement des bulles. Bulles obligataires, bulle des actions, ils ne veulent pas que ça éclate. Et comme, de toute façon, il y a trop de dettes et qu'on ne peut pas s'en défaire de façon quasiment indolore sans en passer par l'inflation, le seul moyen, finalement, d'éviter l'explosion des bulles, c'est d'accepter cette inflation, en conservant, et de monétiser les dettes. Voilà. Et on signe tout de suite pour ça, non? Disons que les marchés, ils pourraient signer. Pourquoi ils n'y croient pas? C'est pas qu'ils n'y croient pas. C'est qu'on n'a pas vraiment d'exemple dans le passé où on serait passé par des taux zéro avec un endettement maximum. On a déjà vu un endettement maximum au sortir de la guerre avec des taux élevés.
On n'a jamais vu la situation actuelle. Donc on n'a pas vraiment de référence. La seule chose qu'on sait, c'est que mécaniquement, pour empêcher que d'un seul coup les gens fuient les T-bonds et fuient encore plus vite toutes les émissions obligataires qui ont des mauvaises notations, qui sont en survie artificielle parce que pour l'instant les banques centrales alimentent ou parce que les États mettent en place des PGE ou des choses approchantes pour que les entreprises ne fassent pas faillite tout de suite. Qu'est-ce qui fait que des gens qui détiennent des obligations qui demain leur brûleront les doigts, qu'est-ce qui va les empêcher de vendre ou qu'est-ce qui va empêcher que ces ventes fassent s'effondrer le château de cartes? Le seul moyen, c'est que les banques centrales se mettent en face. Donc ça n'arrivera pas, un taux à 10 ans à 2% là, d'ici un mois, 2 mois? Alors le taux à 10 ans, le taux à 2... Si. Le taux peut très très bien atteindre les 2%. D'ici un ou 2 mois. Parce qu'à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Quelles sont les actions qui trinqueront, on finit là-dessus, qui trinqueront le plus si ça devait arriver? Si d'ici, encore une fois, 1 ou 2 mois, on est à 2% sur le 10 ans américain? Parce que les chiffres de reprise et d'inflation sont très forts. Tout simplement, toutes ces entreprises qu'on a achetées et dont on n'exigeait aucune rentabilité, ni dividende, ni ce que j'appellerais toutes les technologies qui ne rapportent pas d'argent, qui sont des jeunes pousses ou des futures licornes, tout ce qui a fait pratiquement 200% ou plus l'année dernière, des technos où on nous a juste vendu du rêve, un business model. Et ça nous allait très bien puisque l'argent était gratuit. Détenir quelque chose qui ne rapporte rien pendant longtemps jusqu'à ce qu'il gagne éventuellement de l'argent, pourquoi pas? Si demain l'argent me coûte pour porter ou pour détenir des actions ou des business models dont on ne sait pas s'ils ont une chance ou pas un jour d'être profitables, si l'argent coûte, on voudra détenir des actifs où on a une hypothèse de rendement, de retour sur investissement réel et rapide. Donc tout ce qui a été acheté parce qu'on vendait du rêve et qu'on achetait ce rêve avec de l'argent gratuit, ça, c'est ce qui va vraiment morfler. Ça peut prendre très très cher. Ensuite, soyons positifs, qu'est-ce qui peut grimper en face? Tout ce qui participe à un trade reflationniste. Alors tout ce qui protège de l'inflation, notamment l'immobilier. Et typiquement, si on est vraiment dans un contexte de relance, de transition énergétique, on va avoir besoin d'énormément de matières premières pour tout ce qui est un fonctionnement électrique, les batteries. Donc c'est quoi ces matières premières? Je cite pêle-mêle: lithium, graphite, zinc, cobalt, nickel, peut-être même un petit peu de platine, si on va vers la solution hydrogène, etc. Donc on va avoir besoin de matières premières. Les Américains, s'ils remettent à niveau leur... terres rares. Exactement. D'abord, le réseau électrique... Ils ont rouvert Mountain View, j'ai vu, aux États-Unis. Comment? Ils ont rouvert leur champ de Mountain View. En Californie? En Californie, oui. Sur lequel il y a des terres rares, mais ça prend du temps, j'imagine. Oui, parce que l'histoire de Mountain View... Voilà, c'est pas le sujet du jour. Oui, mais ça a été fermé parce que les écologistes avaient protesté contre cette industrie très très polluante, et donc on envoyait tout ça en Chine. Qui cassait le paysage, etc., nos magnifiques paysages californiens. Donc tout est parti en Chine. Et puis les prix de traitement en Chine, ils étaient deux fois moins élevés qu'aux États-Unis. Donc pour en revenir aux matières premières, on aura besoin de beaucoup de cuivre, on va avoir besoin de beaucoup de zinc, de beaucoup de nickel, de beaucoup de tout, et avec finalement des groupes miniers qui ont très peu investi aujourd'hui pour augmenter ou pour faire face à un surcroît de demande. Donc il y a la partie qui est la demande réelle, parce que celle-là, on la veut et on va l'orchestrer, et vous avez aussi des investisseurs qui se disent: mais moi, si les obligations ne me rapportent rien, ou si je suis quasiment sûr de perdre 100 points par rapport à l'inflation tous les ans, je préfère aller sur des actifs qui, eux, ne vont pas perdre de valeur. Donc, je pense qu'on est quand même un petit peu à la croisée des chemins, et que le franchissement des 2%, je ne sais pas ce qui le motivera, je ne peux pas le timer non plus, mais imaginons par exemple que ça survienne d'ici le mois de mai, ça sera vraiment un game changer, absolument. On en reparlera d'ici là. Merci. Point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Merci à vous.